Bon, ben là, on va démarrer. Eh ben, si tu veux, Alors, oui. Jérôme, merci infiniment d'avoir accepté de venir nous entretenir sur tout ce que tu as fait au laboratoire technique, pour le laboratoire technique du BEA. Donc, je précise que tu es X90, que tu as fait l'École nationale de l'aviation civile en 93 et ton premier poste, c'était en fait au BEA, où tu as Mhm. passé plus de 10 ans, Oui. et tu t'es occupé notamment du laboratoire technique. Alors, je voudrais préciser aussi que cette conférence est la troisième d'un cycle que nous avons consacré au BEA, suite à la publication d'un ouvrage édité à la fois par le BEA et la mission mémoire de l'aviation civile, donc qui raconte l'évolution du BEA pendant 75 ans, de 46 à 24. Que cet ouvrage est disponible sur support papier, il faut le demander à Paul Dame, paul.dame@aviation-civile.gouv.fr. Il est aussi disponible en téléchargement sur Calameo. Vous faites calameo.com/ppmac, qui est un diminutif pour Passion, Patrimoine, Mémoire, Aviation Civile. Voilà. Donc les deux premières conférences qui ont eu lieu, la première a été donnée par Rémi Jouty, la deuxième par Jean-Paul Troidec, et ces conférences sont disponibles sur le site YouTube du GIACRE, youtube.com/giacre. Voilà. Je te passe la parole, Jérôme. Merci beaucoup, Yves. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au GIACRE, à l'équipe du GIACRE, à Marc-Ami et à Yves pour cette invitation qui m'a amené à me replonger dans des souvenirs un petit peu anciens, puisque, comme Yves l'a rappelé, j'ai été en poste au BEA entre 1995 et 2006, qui a été peut-être une période importante, je pense, pour le laboratoire du BEA, mais enfin, c'était il y a quand même presque 20 ans maintenant. Cela dit, quand je vois certaines des photographies qui sont dans le livre dont Yves vient de parler, là, sur l'histoire du BEA, et donc des photographies relativement récentes, je reconnais encore la plupart des équipements du laboratoire que j'ai quitté. Là, par exemple, sur la photo que vous avez sur cette diapositive, là où je suis beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, et je suis devant ce qui s'appelait une baie de relecture des enregistreurs non accidentés. Et cette baie, je crois qu'elle existe toujours, la jolie baie bleue devant laquelle je me trouve, et elle est toujours, je crois, utilisée. Alors, je n'ai pas retrouvé suffisamment de photographies pour faire un support, mais j'ai regroupé un petit peu mon propos en trois grandes parties qui ne seront pas absolument étanches. Je voudrais, avant qu'on parle de l'histoire, faire quelques rappels généraux sur les enregistreurs de vol, sur ces fameuses boîtes noires. Ensuite, je vais vous parler de la manière dont moi j'ai vécu cette expansion du laboratoire du BEA entre 1996 et 2006, puisque ça a été une période où les effectifs ont augmenté, où les équipements se sont multipliés. C'était une montée en puissance, si vous voulez, du laboratoire, et j'ai eu la chance de pouvoir y participer. Et puis, je conclurai par un certain nombre d'enquêtes sur lesquelles je suis intervenu, euh, et sur lesquelles le laboratoire a pu avoir un rôle important à, à jouer. Le laboratoire, c'est l'autre nom qu'on donnait à l'époque au département technique du BEA. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre si je ne suis pas clair. J'essaierai de préciser mon propos. Alors, les Et enregistreurs Jérôme, de... si tu permets, je vais Oui, arrêter le partage d'écran puisque on n'utilise pas en fait oui, de oui. support. Voilà, et maintenant tu es en plein écran. Bon, parfait. C'est beaucoup mieux. Donc, je suis actuellement dans mon bureau au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Ça nous éloigne un peu des boîtes noires, mais je vous invite malgré tout à venir nous visiter, nous rendre visite si l'occasion se présente. Alors, les enregistreurs de vol, les boîtes noires, donc, comme vous le savez, il y en a deux, hein, les enregistreurs de conversation, Cockpit Voice Recorder, CVR, et les enregistreurs de paramètres, les Flight Data Recorder. Alors, à l'époque où je suis arrivé au BEA, il y avait encore beaucoup d'enregistreurs à bande, et je crois qu'il y en a encore pas mal, à bande magnétique.
Cela dit, les premiers enregistreurs qui existaient, comme vous le savez aussi sûrement, c'était des enregistreurs métalliques, c'était des bandes de métal qui défilaient lentement avec des curseurs qui venaient graver, comme un peu, c'est un peu similaire à ce qu'on voit dans certains musées pour mesurer l'hydrographie, oui, enfin le climat. On a ces papiers millimétrés qui se déroulent avec des petits stylets qui viennent imprimer les courbes. Et ben, c'était la même chose sur les enregistreurs métalliques. Alors, il faut bien voir que sur un rouleau qui faisait peut-être 12-13 cm de haut, on ne pouvait pas enregistrer beaucoup de paramètres, mettre beaucoup de stylets, et puis la précision est évidemment pas très grande, mais enfin, ça avait le mérite d'exister. Ça, des enregistreurs métalliques, ils ont été interdits assez vite, enfin, je crois à la fin des années 80. Au BEA, on a dû en traiter un ou deux sur des vieilles compagnies qui en avaient encore. C'était vraiment pas très précis et pas très utile pour l'enquête, mais voilà, c'était un début dans l'histoire des enregistreurs de vol. Après, donc, il y a eu les enregistreurs à bande magnétique. Donc là, pour le son, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Ça ressemblait un peu comme le mécanisme d'une cassette audio. Et pour les paramètres, eh bien, on allait enregistrer les paramètres sur la forme de signaux saturés qui passent, le magnétisme passe d'une valeur plus 1, on va dire, à une valeur moins 1. Et suivant la durée de la cellule, suivant la transition, la vitesse à laquelle la transition apparaît, vous savez si c'est un 0 ou un 1. J'y reviendrai un peu plus tard dans mon propos parce que pour une enquête, on a été obligé de décoder à l'œil et non pas avec un enregistreur de son, enfin avec un lecteur de bande, une seconde de données. Je vous expliquerai comment on a fait. Donc, l'enregistreur de paramètres, il enregistre en fait, si vous le passez sur un magnétophone, vous entendez un peu ces bruits qui ressemblent au premier modem des débuts des années 90, milieu des années 90, quand on se connectait sur Internet, on téléphonait, puis il y avait ensuite un petit son un peu électronique. Voilà, c'est un peu le bruit que donne un enregistreur de paramètres si on le passe, si on le passe si on l'écoute, quoi. Et sur ces enregistreurs à bande, on enregistrait entre une vingtaine jusqu'à plusieurs centaines de paramètres. En général, ils étaient enregistrés une fois par seconde et je vais vous expliquer comment ça marche. Avant cela, je vais juste dire un mot des enregistreurs électroniques qui sont apparus à la fin des années 80, début des années 90. Donc là, c'était un enregistrement numérique. On enregistrait directement les 0 et les 1 sous la forme desquels les paramètres étaient codés. Alors, ça avait évidemment plusieurs intérêts. Déjà, ça avait la fiabilité du numérique, le fait que c'était reproductible immédiatement une fois qu'on avait lu l'enregistreur. Et puis, d'autre part, le volume à protéger était beaucoup plus petit. C'est-à-dire qu'une puce magnétique, ça fait 2-3 cm de large, alors qu'une bande magnétique sur laquelle les mêmes paramètres étaient enregistrés, ça faisait une dizaine de centimètres de diamètre. Donc, dans un volume d'une boîte noire qui était à peu près équivalent, qui était équivalent d'ailleurs, il n'y a pas eu de réduction du volume de la boîte, le volume que vous aviez à protéger était beaucoup plus petit, et donc par conséquent, la protection que vous pouviez donner était plus grande. C'est pour ça qu'on a eu, au moment où les enregistreurs électroniques sont apparus, des durées de résistance au feu et des valeurs de protection contre les accélérations, de résistance au choc, qui étaient plus élevées avec les enregistreurs électroniques qu'avec les enregistreurs à bande, parce que vous pouvez plus facilement protéger les puces électroniques que les bandes magnétiques. C'est un intérêt évidemment majeur en ce qui concerne les accidents d'avion. Je dois dire aussi, toujours avant de venir aux enregistreurs de paramètres, qu'il y a eu des débats sur deux types d'enregistreurs. Il y avait un moment où on envisageait de faire des enregistreurs qui seraient à la fois des enregistreurs de paramètres et des enregistreurs de conversation.
les discussions butaient un petit peu parce que les compagnies aériennes disaient c'est formidable, ça nous permettra d'en mettre plus qu'un seul au lieu d'en avoir deux. Et évidemment, les enquêteurs, les pays, tout ça s'était discuté à des niveaux européens. Les pays, les autorités responsables d'enquête n'étaient pas forcément du même avis, puisqu'on ne souhaitait pas que ça soit au détriment de la redondance on souhaitait que ça soit une augmentation des chances de récupérer les données plutôt qu'un statu quo. Et donc, ces enregistreurs, moi, j'en ai jamais vraiment vu. Je sais que les compagnies travaillaient dessus, ces enregistreurs mixtes, mais je ne crois pas que ça ait beaucoup perduré. Et puis, il y avait un autre type d'enregistreur, lui aussi, c'est presque de la science-fiction, sur lequel les constructeurs d'enregistreurs travaillaient. Ça s'appelait les enregistreurs déployables, qui auraient eu la particularité de s'éjecter avant un impact et de se mettre à flotter sur la mer, par exemple, en cas d'accident en mer, ce qui aurait facilité leur recherche. On sait qu'à plusieurs reprises, il y a eu des opérations très longues de récupération des enregistreurs qui étaient immergés. Je sais que lors d'une précédente conférence, vous avez eu des exemples de M. Troadec à ce sujet. Donc voilà, je pense que c'était intéressant d'avoir ça en tête. Alors, les enregistreurs de paramètres, donc en fait, à chaque seconde, on code 768 bits, parfois un peu plus, mais je vais prendre le modèle général des enregistreurs de paramètres, ce qui correspond à 12 mots de 64 bits chacun. 12 fois 4, ça fait bien 768. Et chaque seconde commence par un mot qui ne veut rien dire d'autre que vous êtes à un début de seconde. Ça s'appelle des mots de synchronisation. C'est donc une série de 12 bits qui se répètent. Il y a 4 mots de synchronisation, un par seconde sur un cycle de 4 secondes qui se répète indéfiniment. Et ça permet ensuite à l'ordinateur qui va décoder la suite de 0 et de 1 de savoir où est le début de la séquence, où est le début de la seconde, et à bien commencer la lecture des paramètres par le bon bit. Ça ressemble un petit peu, pour ceux d'entre vous qui se sont intéressés ou s'intéressent encore à la biologie, au codage de l'ARN, à la création des protéines par le codage de l'ARN, où il y a des codons dans l'ARN, et le ribosome, je crois, va chercher le codon de démarrage et le codon stop, et entre le codon de démarrage et le codon de stop, qui sont tous les deux codés par des triplets de nucléotides, eh bien, vous avez toute la série de nucléotides qui permet de créer la protéine. Et c'est grâce à ce début, à cette fin, que c'est bien les bonnes protéines qui sont créées dans le corps. Donc là, c'est pas pour créer des protéines, c'est pour bien découper les secondes et savoir où débute une seconde et où finit la seconde. Alors, c'est important parce que parfois, la bande peut être un peu abîmée ou la tête de lecture a un problème, et on se retrouve avec, au lieu de 768 bits dans la seconde, on se retrouve avec 767, 765, 770. Donc, il y a un problème de lecture sur une seconde. Ben, vous voyez bien que s'il n'y avait pas de mot de synchronisation, eh bien, on aurait assez rapidement des données qui ne veulent plus rien dire, puisqu'il y aurait des décalages d'1 ou 2 bits qui s'installeraient progressivement. Alors, ce qui est important à aussi avoir en tête, et ce qui nous a parfois causé pas mal de soucis, c'est qu'il n'y a pas de standardisation de la manière dont les paramètres sont enregistrés. Les paramètres sont en fait récoltés par un autre enregistreur, un autre équipement dans l'avion qui s'appelle le FDAU, Flight Data Acquisition Unit, et qui, lui, est programmé comme la compagnie le souhaite. Elle peut être programmée et qui va dire à chaque paramètre à quelle position, pour chaque paramètre, dans quelle position de la seconde il est enregistré. Et cette position, elle se définit par le mot, le numéro du mot au sein duquel le paramètre est enregistré, et dans un mot, le ou les bits qui sont concernés par le paramètre en question. Parce que, par exemple, peut y avoir, je ne sais pas moi, si le pilote automatique est engagé ou pas, vous voyez bien que c'est une valeur binaire, on n'a besoin que d'un seul bit pour le coder. En revanche,
pour des valeurs comme par exemple la vitesse. En général, on la codera sur 12 bits pour avoir la précision la plus importante. Donc, il y a pour chaque paramètre une forme de carte d'identité du paramètre qu'on recueille au sein de ce qu'on appelait des grilles de décodage. Et chaque paramètre est ainsi défini par sa position, donc mot, par exemple, je vais dire la vitesse, mot numéro 12, bit 3 à 12 ou bit 1 à 12. Et ensuite, soit il n'y a rien d'autre qui est précisé, vous comprenez qu'il faut appliquer un coefficient de proportionnalité, par exemple pour le cap, c'est-à-dire que si le cap est enregistré sur 12 bits, ben vous aurez une valeur qui variera entre 0 et 1028, et pour ramener un cap qui varie entre 0 et 360, vous ferez la règle de 3 qui s'impose. Et sinon, il y a aussi des petites formules mathématiques qui permettent de passer de la valeur numérique qu'on obtenait après avoir décodé la valeur binaire à la valeur physique du paramètre qui était mesuré. Alors ça, c'est important parce que parfois, les grilles de décodage variaient sur des paramètres entre deux avions, sur des paramètres vraiment pas très importants, quoi. Par exemple, la latitude et la longitude, et on s'en apercevait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on avait un accident. En général, après un accident, on est un peu pressé. On se disait, bon, c'est un tel type d'avion. On regardait quel type de grille de décodage on avait dans nos bibliothèques. On prenait celle qui nous semblait la plus adaptée. On vérifiait si ça marchait sur les paramètres les plus importants. Et si ça marchait, on se disait qu'on avait tiré le bon filon, le temps que le constructeur ou la compagnie nous confirme que la grille de décodage qu'on utilisait était la bonne ou nous envoie celle qu'il fallait utiliser. Et il a pu arriver que dans certains cas, on s'aperçoive tardivement, enfin pas immédiatement en tous les cas, qu'on utilisait une grille de décodage qui était à 90% valable ou 95%, mais il y avait 5% des paramètres qui n'étaient pas codés exactement comme sur le document qu'on avait utilisé. Et donc ça produisait des courbes qui étaient erronées. On était là pour le vérifier et on les corrigeait, mais c'est une des raisons pour lesquelles c'est un travail sur lequel il faut quand même prendre un peu du temps de relecture et de distance, parce que vous pouvez assez vite faire partir dans la nature des courbes de paramètres avec des valeurs erronées, et après on va vous dire vous avez bidouillé les données, tout ça n'est pas sérieux, etc., etc. C'était le traumatisme qui était bien avant mon arrivée, mais qui restait encore fort dans les mémoires de l'accident d'Absheim, sur lequel il y avait une grosse polémique à l'époque. J'y reviendrai aussi. Donc voilà comment les paramètres étaient codés. C'était codé de la même manière sur les enregistreurs électroniques, à nouveau des 0 et des 1, des grilles de décodage, des FDAU, tout ça, ça ne changeait pas. Sauf que l'électronique permettait d'enregistrer un beaucoup plus grand nombre de paramètres. On arrivait à plusieurs milliers de paramètres sur certains appareils, notamment un des premiers qui a dépassé le millier de paramètres, c'était l'A380 au début des années 2000. De même, pour les enregistreurs de conversation, le passage de l'analogique au numérique a permis d'augmenter de 30 minutes à 2 heures la durée des enregistrements, ce qui évidemment était aussi un avantage précieux pour nous. Un dernier mot peut-être avant d'en venir à l'histoire du laboratoire du BEA, pour vous dire que les enregistreurs de conversation, bien sûr, il y a des conversations. Il y a en fait 4 pistes en général sur les enregistreurs de conversation. Il y a les 2 microphones qu'utilisent les pilotes avec leur casque. Il y a ce qui s'appelle le microphone d'ambiance, qui est un microphone qui est entre les pilotes, en général sur la partie supérieure du cockpit. Et puis, il y a aussi des conversations entre la cabine et le poste de pilotage. Les communications avec les personnels navigants commerciaux. Donc, ça fait 4 pistes. Et vous voyez que sur les 3 premières, vous avez 3 sources qui sont localisées un petit peu différemment dans le poste de pilotage. Et on arrivait dans certains cas, quand on entendait un bruit, c'était assez important quand on était sur des avions qui n'avaient pas d'enregistreur de paramètres, quand on était en un bruit de sélecteur, un bruit de manette, et ben en faisant une triangularisation, en regardant les millièmes de seconde qui séparaient l'arrivée du même son sur les différentes pistes, on arrivait à peu près à savoir dans quelle zone du cockpit
le bruit, de quelle zone du cockpit le bruit de quelle zone il était parvenu. Alors, ça nous donnait des indications. Parfois, est-ce que c'était plutôt le copilote ou le commandant de bord qui avait fait l'action? Et dans certains cas, quel type d'action ça pouvait être? Donc, c'était des choses vraiment très fines qu'on arrivait à déduire. Et puis, de manière plus simple, on arrivait aussi à déduire, bien sûr, en écoutant le bruit des moteurs, que ce soit des réacteurs ou des hélices, on arrivait à déduire le régime moteur en faisant des traitements du son. On arrivait à reproduire, à en déterminer quelle était la puissance des moteurs. Ça, c'était évidemment très utile lorsqu'il n'y avait pas d'enregistreur de paramètres sur des avions donc de moyenne taille. Voilà ce que je voulais dire pour que le reste de l'exposé soit clair sur quelques généralités sur les enregistreurs de paramètres dont j'ai eu à m'occuper. Alors, quand je suis arrivé, moi, au BEA en 1995, donc sorti d'ENAC, le poste de directeur responsable, on va dire, de chef du département technique, chef du laboratoire, était vacant depuis 2 ans. Mon prédécesseur, qui s'appelle Jean-Christophe Antoine, qui est un ingénieur de l'armement, n'avait pas fait le transfert du site de Convention jusqu'au site du Bourget. Il était parti vers d'autres missions. Et donc, le poste était vacant depuis relativement longtemps. Et il y avait en fait assez peu de monde au BEA. Il y avait un ingénieur, un I2EAC qui s'occupait des enregistreurs de paramètres. Il y avait un agent contractuel qui est toujours là, Philippe Plantin-Dehu, qui s'occupait des enregistreurs de conversation. Il y avait 2 techniciens et 2 ingénieurs qui s'occupaient des matériaux, parce que j'y reviendrai, nous avions aussi dans notre escarcelle l'étude des ruptures de matériaux lors d'un accident. L'étude, essentiellement, ce qu'on cherchait, c'est de savoir si c'était une rupture en fatigue ou si c'était une rupture consécutive à un impact. Donc, relativement peu de monde, et le BEA s'appuyait beaucoup sur les ressources du centre d'essai en vol de Bretigny, donc qui faisait des enquêtes sur les accidents militaires, mais qui avait une capacité. Les enregistreurs militaires et les enregistreurs civils ne sont pas exactement les mêmes, mais le CEV avait une capacité de relecture assez développée des enregistreurs civils. Et le BEA, à l'époque, si ma mémoire est bonne, en 1995, savait relire 2 ou 3 types d'enregistreurs de paramètres quand ils n'étaient pas endommagés, avec cette fameuse baie qu'on voyait sur la photo, là, par exemple. Et quand ils étaient endommagés, on savait en relire peut-être 1 ou 2, et sinon tous les autres, il fallait aller au CEV, sachant qu'il y avait 4-5 modèles d'enregistreurs à bande, et puis à cette époque-là, 3-4 modèles d'enregistreurs électroniques. Et chaque modèle nécessitait, parce que bien sûr, il n'y a pas de standardisation, ça serait trop beau, donc chaque modèle nécessitait sa propre baie de relecture. Parfois, les pistes sont parallèles, parfois elles sont en quinconce, elles ont des tailles qui peuvent varier. Enfin, tout ça faisait qu'il fallait un équipement bien particulier qui était vendu par le constructeur par type d'enregistreur. Donc, à ce moment-là, on allait assez souvent au CEV. Ça se passait très bien, mais enfin, c'était à Bretigny, et puis il y avait des histoires parfois de responsabilité sur la provenance des données qui n'étaient pas forcément toujours très, très simples à gérer. Et donc, Paul-Louis Arslanian, qui était, donc, vous le savez, le directeur du BEA, a souhaité que le BEA se dote progressivement de moyens complémentaires pour être autonome sur ces questions de relecture des enregistreurs de vol, et c'était la mission qui m'a fait l'honneur de me confier. Alors, c'était des temps nous autres fonctionnaires ne connaissons plus vraiment, où il n'y avait pas encore de questions de plafond d'emploi ou de restrictions budgétaires, et j'ai eu la chance, je suis parti 10 ans plus tard, au BEA, on était passé de 5 à 15, et puis on avait tous les ans, on allait négocier à la DGAC, puisque notre budget venait quand même du budget annexe. On allait négocier à la DGAC des budgets d'investissement relativement conséquents, je parle de
à l'époque, c'était plus de entre 1 million et 2 millions de francs de l'époque, c'était pas rien, pour acheter les différents équipements qui nous manquaient, qui nous permettaient progressivement de relire l'intégralité de la flotte des enregistreurs de vol qui équipaient les avions d'Air France, enfin les avions construits en France ou, exploités par des compagnies françaises. Donc, ça s'est fait progressivement. On a recruté une bonne équipe de jeunes ingénieurs sortis d'ENAC avec des spécialités différentes. On s'est vite aperçu qu'il nous manquait un spécialiste en informatique parce que les données, les enregistrements de paramètres étaient traités à l'époque sur des ordinateurs, sur des serveurs qui fonctionnaient sous Unix. Alors, on était pas forcément tous, enfin moi j'étais pas un expert d'Unix, mais c'était important pour des questions de sauvegarde, pour des questions de maintenance des serveurs, de mise à jour des logiciels, d'avoir un spécialiste qui sache coder sous Unix. Donc on a recruté un I2EAC section informatique. On a renforcé l'équipe par par un autre, un I2EAC section transport classique, si je puis dire. Et puis, on a pris aussi un électronicien, toujours un diplômé de l'ENAC, à la fois pour nous rendre plus compétents dans les domaines des enregistreurs électroniques, et aussi parce qu'on a développé, je crois qu'on a été un des premiers laboratoires à le faire, les techniques de relecture de ce qu'on appelle les mémoires non volatiles. C'est-à-dire que à côté des enregistreurs de vol, comme vous le savez, il y a d'innombrables calculateurs dans les avions qui ont des mémoires. Alors, il y a deux types de mémoires. Il y a celles qui doivent rester alimentées électriquement par une batterie ou par l'alimentation générale pour conserver leurs données. Donc ça, en général, ce ne sont pas exploitables parce qu'après un accident, l'alimentation ne fonctionne plus en général, ou il y a ce qu'on appelle les mémoires non volatiles qui gardent leurs données à condition de ne pas être complètement brisées parce que ce sont des calculateurs qui, eux, ne sont pas protégés pour en cas d'accident. Et donc, on s'était équipé d'un grand nombre d'appareils électroniques qui permettaient d'avoir accès aux données conservées dans ces mémoires-là, ce qui nous permettait de compléter les données des enregistreurs de vol ou, dans certains cas, quand il n'y avait pas d'enregistreur de paramètres, d'avoir quand même, quand on a analysé par exemple le GPS, d'avoir quand même la trace, la trajectoire de l'avion telle que le GPS l'avait conservé. Donc, des recrutements d'effectifs relativement importants, des équipements, là aussi, comme je l'ai dit, des investissements assez lourds pour pouvoir contrôler toute la gamme, une équipe relativement soudée, on était tous de la même génération, autour de 30 ans, tous, à peu d'exceptions près. Ce qui était important parce que, évidemment, le travail autour des enregistreurs, et notamment des enregistreurs de conversation, peut être parfois un petit peu éprouvant. Vous entendez, c'est quand même assez rare dans la vie d'entendre la manière dont, enfin, les derniers mots de personnes qui vont décéder, qui ne le savent pas, mais qui vont décéder. Donc il y a toujours un moment quand même un peu solennel, un peu chargé d'émotions quand on écoute pour la première fois un enregistrement de conversation sans savoir comment il va se terminer. Donc on voit le temps qui défile, on sait qu'il dure 30 minutes ou 2 heures suivant le modèle, comme je vous le disais, les enregistrements électroniques durant 2 heures. Et vous savez que ça va mal se terminer. Et donc voilà, c'était des moments un peu pas durs psychologiquement, mais quand même pas complètement simples. Et c'était important je trouve, qu'on puisse avoir une bonne ambiance entre nous, qu'on puisse en parler, qu'on puisse se soutenir dans les moments où parfois on se posait un petit peu des questions. Donc j'ai eu la chance à ce moment-là de ma carrière de travailler avec des ingénieurs, des techniciens qui étaient vraiment formidables. Et ça a beaucoup favorisé, je crois, l'expansion du laboratoire du BEA. Et une chose aussi qu'on a développée durant cette période, c'est le laboratoire lui-même d'ouverture des enregistreurs de vol. C'est-à-dire que
c'est un peu comme la tête et les jambes, les enregistreurs l'exploitation des enregistreurs. C'est avant de faire des calculs autour des paramètres, il faut extraire les données et vous arrivez parfois, enfin l'officier de police judiciaire arrive parfois avec un enregistreur qui est tout brûlé, tout cabossé, tout cassé. Et bien sûr, le but du jeu, dans ce cas-là, c'est d'extraire soit la bande magnétique, soit la carte électronique, sans l'endommager, parce que ça a beau être protégé, on n'est jamais à l'abri d'un geste malencontreux qui pourrait venir briser, enfin, effacer tout ou partie des données. Donc, il faut être très, très précautionneux. Et on travaille sur des originaux, donc sous l'œil de l'officier de police judiciaire, mais on avait voulu renforcer ce contrôle en, en enregistrant en permanence toutes les opérations qui étaient faites sur les originaux des enregistreurs de vol. C'est-à-dire que dès que l'enregistreur rentrait dans le laboratoire, on mettait en marche un enregistreur vidéo et on pouvait ainsi retracer toutes les opérations qui avaient été faites sur l'original jusqu'à ce que l'officier de police judiciaire le remette sous scellé et reparte avec. J'en profite pour une petite parenthèse, c'est le film Boîte Noire qui est sorti il y a 3 ans maintenant, je crois, qui est un joli film à suspense. Il y a quelques incongruités quand même dans le scénario, et l'une d'entre elles, la principale, me semble-t-il, c'est qu'à un moment, l'officier de police judiciaire, il est tard, il est minuit, et il rentre se coucher en laissant le méchant ingénieur du BEA travailler seul sur la boîte noire. Bon, ça ne se produit pas, ce n'est pas possible. Jamais personne ne travaillerait seul sur un original, et encore moins en présence d'un officier de police judiciaire. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc, on avait créé ce laboratoire alors c'est vraiment un laboratoire, c'est comme un garage, quoi. Il y a des scies, il y a des outils, il y avait des outils pneumatiques, parce que parfois, il fallait réussir à dévisser des écrous très, très solidement vissés. Parfois, les écrous, il fallait des scies circulaires, parce que les écrous avaient complètement fondu. Et là aussi, c'est un peu comme une opération de chirurgie où il faut pas faire de faux mouvements pour pas couper la mauvaise veine et pas endommager, en l'occurrence, la mémoire qui était conservée dans les enregistreurs. Donc, il y avait un côté très manuel, en fait, et qui était... voilà, tout le monde n'était pas, moi le premier, très à l'aise dans ces opérations-là. Mais heureusement, on avait des gens qui étaient à l'aise, donc ça fonctionnait bien. On n'a jamais eu de problème à déplorer dans la relecture des enregistreurs, dans l'extraction des données, mais c'est des opérations qui peuvent durer plusieurs heures. Hein. Alors que la boîte, c'est pas très gros, mais ça peut durer 3-4 heures, parce qu'il faut être, comme vous l'imaginez, il faut être très, très, très précautionneux. Alors, notre activité, du coup, elle s'est sensiblement développée, puisqu'on est arrivé au début des années 2000 à lire une centaine d'enregistreurs de vol par an, FDR et CVR confondus. Et c'était, je vous rassure, il n'y avait pas 100 accidents par an, mais c'était à la fois des incidents, beaucoup d'incidents graves ou d'incidents moins graves, et quelques accidents. Et pour les accidents, la France étant considérée comme le pays constructeur des Airbus quand ils s'écrasent, c'était la France qui était chargée, en application des règlements de l'OACI, de s'occuper des enquêtes. Et donc, tous les accidents d'Airbus, nous étions concernés, nous étions ce qui s'appelait représentant accrédité. Le BEA était représentant accrédité, et toujours, dès qu'un Airbus avait un accident dans le monde entier. Et à cette époque-là, je crois que maintenant il y en a un peu plus, mais à cette époque-là, des pays qui avaient des laboratoires pour relire des enregistreurs de vol, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Australie, le Canada, les États-Unis, bien sûr. Et je crois que c'est à peu près tout. Et donc, il y avait beaucoup de pays, quand ils survenait sur leur sol un accident, qui venaient nous voir parce qu'ils n'avaient pas les moyens de relire chez eux les enregistreurs de vol. Donc, on avait une activité internationale, y compris pour des avions sur lesquels la France n'avait aucun intérêt, donc des avions qui n'étaient pas exploités par une compagnie française ou qui n'étaient pas de construction française, mais pour lesquels on intervenait au titre de la sécurité aérienne en général. Je vais vous raconter une anecdote à ce propos. On avait... Par exemple, à un moment où les relations entre l'Iran et la France étaient un peu moins mauvaises qu'elles ne le sont aujourd'hui, il y a eu, je crois, une sortie de piste à Téhéran
d'un Boeing. Et donc, les autorités iraniennes avaient fait appel au BEA parce qu'elles ne souhaitaient pas aller aux États-Unis pour comprendre ce qui s'était passé et pour exploiter leur boîte noire. Donc, ils arrivent ils arrivent au BEA avec les boîtes qui ne posaient pas de problème particulier de lecture parce qu'elles n'étaient pas endommagées, c'était un incident. Et cependant, on n'avait pas cette fameuse grille de décodage. Notre bibliothèque de grille de décodage pour les 747 était relativement limitée et il n'y avait rien qui correspondait. Et donc, on appelle nos amis, nos collègues du NTSB aux États-Unis en leur disant, voilà, au début, ils nous disent, ah ben très bien, on vous envoie, mais c'est quel accident, quel incident, on n'est pas au courant. Et on leur dit, bah, c'est l'Iran Air ou le Air, je ne sais plus quelle était la compagnie, enfin c'est le vol qui a fait une sortie de piste en Iran. Et là, ils nous disent, ah mais ça ne va pas être possible parce qu'en vertu de l'embargo qui existe entre les États-Unis et l'Iran, on n'a pas le droit de communiquer quoi que ce soit sur des problèmes qui concernent l'Iran. On n'a pas le droit évidemment de vendre des pièces détachées, mais ils n'avaient même pas le droit, nous disait-il, de nous transmettre la bonne grille de décodage. Donc, il a fallu qu'on la réinvente en tâtonnant pour essayer de trouver, à partir des grilles de décodage qu'on avait dans notre bibliothèque, mais ça n'a pas été très simple, où pouvaient être codés les différents paramètres de ce 747. Voilà, c'est une petite anecdote qui m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'est quand même un petit peu gonflé de la part, enfin je ne devrais pas dire ça si on est enregistré sur YouTube, enfin il y a prescription maintenant, de la part de nos collègues américains de pousser l'embargo aussi loin, sachant qu'en plus, évidemment, chaque découverte qu'on peut faire dans le domaine de la sécurité aérienne profite à tous les pays de la communauté en général. Il n'y a pas de frontières de sécurité aérienne. Donc, une activité, comme je le disais, internationale relativement importante et ce qui permettait aussi, si je reprends une casquette plus économique, de rentabiliser, si vous voulez, les investissements assez importants que l'État nous avait autorisés à effectuer pour nous équiper. C'est sûr que si on avait eu que 3, 4, 5 dizaines d'enregistreurs à exploiter chaque année, peut-être qu'1 million de francs sur 10 ans, par an sur 10 ans, ça n'aurait pas forcément été très, très rentable. Donc là, en l'occurrence, je pense que ça a été d'un point de vue économique aussi une opération satisfaisante pour l'État. Évidemment, malgré cette activité importante, il y avait des périodes pendant lesquelles il n'y avait ni accident ni incident. Il fallait, comme on était de plus en plus nombreux, il fallait qu'on trouve à s'occuper. Et donc, on a aussi développé beaucoup d'outils qui nous permettaient de faciliter notre travail, des outils, en général des outils informatiques qui permettaient d'automatiser un certain nombre de process. Par exemple, un outil qui calculait la trajectoire. C'est-à-dire que sur certains appareils, la latitude et la longitude ne sont pas enregistrées, mais si vous intégrez la vitesse et le cap, vous arrivez, fonction évidemment, c'est relativement, il y a un taux d'erreur qui peut être important suivant l'échantillonnage de ces différents paramètres, mais vous arrivez à peu près à refaire une trajectoire, au moins une trajectoire R, qui après se superpose plus ou moins bien à la trajectoire sol. Mais enfin, on avait ainsi créé des petites moulinettes informatiques qui allaient lire directement les paramètres intéressants et qui ensuite permettaient d'en créer d'autres à partir des paramètres enregistrés. Donc, le plus important était la trajectoire. On avait aussi fait un logiciel qui permettait, c'était le tout début de l'informatique, qui permettait de superposer facilement une trajectoire sur un front de carte. C'était aussi les débuts de l'informatique en 3D, donc on avait aussi des reliefs, des fonds géographiques en 3D sur lesquels on mettait des animations en 3 dimensions. Et donc tout ça, c'était des choses qui n'existaient pas dans le commerce. Il n'y avait pas de... C'était des choses qu'on avait conçues sur notre, j'allais dire, temps libre, qui n'était pas vraiment, c'était pas des vacances, mais c'était des moments peut-être plus calmes entre deux crises. Et ça nous a été très utile par la suite. Les enregistreurs de paramètres, j'y reviens, étaient lus avec un logiciel canadien que nos homologues du Canada du CTSB avaient conçu, qui s'appelait RAPS, et qui était pas mal, et qui tournait, comme je l'ai dit, sous Unix, et qui était assez fermé, c'est-à-dire qu'on n'avait pas... C'était avec des formats natifs, donc on ne connaissait pas trop la structure,
Et ce n'était pas forcément très facile, justement, de pouvoir exploiter toutes ces données, de pouvoir les extraire et les traiter avec nos différentes petites moulinettes. Ce qui fait qu'on a, à partir du logiciel MATLAB, qui est très ouvert, lui, on a carrément, avec un ingénieur aéronautique, recréé un logiciel de lecture, d'analyse des paramètres, qui faisait des courbes, qui faisait des listings. On l'a recréé de rien pour avoir notre propre autonomie sur la création de paramètres, la création de courbes, pardon, et l'exploitation des paramètres. Et ça nous a été d'une grande facilité, ça nous a permis d'une grande utilité, pardon, ça nous a permis de nous affranchir un petit peu de nos collègues canadiens qui devenaient de plus en plus gourmands sur le prix qu'ils nous demandaient de payer pour l'utilisation chaque année de leur logiciel RAPS. Voilà, donc c'était comme ça que s'équilibrait notre activité entre des moments de crise sérieuse où tout le monde était concentré, des moments où on pouvait faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de la recherche et développement, sur lequel on créait des outils informatiques qui, je crois, pour certains, tournent encore 20 ans plus tard. Je vais dire un mot, avant de revenir aux exemples d'accidents, je vais dire un mot de notre activité en termes d'analyse des matériaux. Là aussi, on se basait beaucoup, on s'appuyait beaucoup sur les ressources militaires, les ressources du Centre d'essai des propulseurs à Saclay, ou du Centre d'essai aéronautique de Toulouse, le CEAT. En général, le CEPR, on envoyait les moteurs d'aviation générale pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer. Pour le CEAT, c'était plus les essais de structure ou pour les gros, parfois les essais de résistance de gros réacteurs, des choses comme ça. Mais c'était plutôt pour la structure, le CEAT. Puis il y avait aussi un centre à Gramma, je crois que c'est vers Limoges, je suis allé une fois ou deux, qui lui était spécialisé dans la détection d'explosifs. Et donc, quand on suspectait qu'il y avait pu avoir un acte terroriste, on allait analyser certaines pièces de l'épave pour voir s'il y avait des traces d'explosifs sur celle-ci. Mais néanmoins, on a voulu là aussi, peut-être pas complètement, il ne s'agissait pas de recréer des laboratoires aussi gigantesques que ceux du CEPR ou du CEAT, mais on a voulu avoir un petit peu plus d'indépendance vis-à-vis de nos collègues militaires, et on s'est progressivement doté d'équipements supplémentaires. Le premier d'entre eux a été un microscope électronique à balayage, qui est l'équipement fondamental pour essayer de déterminer, de voir s'il y a eu des ruptures en fatigue sur un matériau, puisqu'une rupture en fatigue va créer des stries parallèles, comme des rides en fait. Et ça, si on arrive à voir ça sur la surface d'une rupture de matériau, eh bien, on peut déterminer donc non seulement que c'est une rupture en fatigue, mais aussi depuis combien de temps la fatigue était apparue sur la pièce qui a rompu. Et puis, on avait acheté aussi, je crois que la dernière fois que je suis passé au BEA, il y était encore, un appareil qui radiographie, qui faisait de la radiographie d'équipement. Vous mettez un équipement avant de l'ouvrir, ça pouvait être aussi utile d'ailleurs pour les boîtes noires. Avant de l'ouvrir, vous regardez comment vous le passez, en fait, c'est comme un rayon X, mais au lieu que ça soit pour le corps humain, c'est pour des équipements métalliques. Voilà, ça c'est un appareil qui coûtait assez cher, qui nécessitait un grand nombre, comme vous l'imaginez, de précautions d'emploi, mais qu'on avait eu l'autorisation d'acquérir et qui a été très précieux. Puis on avait là aussi un petit laboratoire pour démonter les pièces moteurs, pour extraire les parties qui nous intéressaient le plus. Donc c'était une activité sur laquelle, au début, quand je suis arrivé, il y avait 2 personnes, et puis c'est assez rapidement monté à 3 ou 4 ingénieurs pour s'occuper de ce pan-là. On a aussi des études de corrosion, avec un peu de chimie, avec notre microscope électronique à balayage qui était doté d'un détecteur spectral. Et en fonction des atomes que le spectre permettait de déterminer, on savait s'il y avait eu de la corrosion ou pas. Et donc ça, c'était évidemment des informations très importantes pour le déroulement de l'enquête. Alors, je vais en arriver à ma 3e partie avec quelques exemples concrets d'accidents sur lesquels le BEA est intervenu.
Le premier que je voulais évoquer, c'est un accident qui est survenu fin 95, un des premiers sur lesquels je sois intervenu, le premier peut-être même. C'était à Haïti, c'était un Beechcraft 1900 qui ramenait des clandestins des clandestins haïtiens qui avaient été arrêtés en Guyane et qui étaient expulsés de Guyane et ramenés dans leur pays, à Haïti. Un Beechcraft, donc 1900, des vols de nuit, un avion qui était équipé que d'un CVR et un point de cheminement, un waypoint en approche de Port-au-Prince. Les pilotes oublient de changer de cap. Ils discutaient entre eux. Et voilà, ils oublient de changer de cap. Et comme c'est assez montagneux, il se passe ce qui malheureusement devait se passer. Il y a une collision avec la montagne. Le BEA est intervenu au titre de l'immatriculation de l'avion. C'était un avion immatriculé Fox. Et puis, de toute façon, Haïti n'avait pas les moyens, n'avait pas de laboratoire d'enregistrement de vol. Donc, nous sommes partis à 2 sur le site. C'était une expérience relativement difficile parce que le site était en pleine montagne, assez loin de Port-au-Prince. On y était parti en hélicoptère. Il y avait les forces de l'ONU à l'époque qui étaient à Port-au-Prince. Donc, les hélicoptères de l'ONU nous avaient droppé, si je puis dire, sur le site. Et une anecdote amusante, c'est que j'étais avec un collègue du BEA. Nos valises s'étaient perdues en route. On était sur le site de l'accident comme on était parti de Paris, en chaussures de ville et jean, quoi. Et il y avait un autre enquêteur américain du NTSB qui participait à l'enquête au titre du pays constructeur, c'était un Beechcraft, et qui lui était équipé d'un casque, d'un équipement d'une blouse, enfin, qui avait tout ce qu'il fallait, toute la panoplie de l'enquêteur sur site. Et comme l'hélicoptère ne pouvait pas se poser parce que le terrain était vraiment accidenté, il a fallu sauter de l'hélicoptère, enfin, c'était pas un grand saut, mais quelques dizaines de centimètres, peut-être un mètre, environ 1 mètre. Il a fallu sauter de l'hélicoptère en vol. Et au moment où notre collègue américain, le pauvre, saute, il se tord la cheville. Il a été réembarqué tout de suite dans l'hélicoptère. Il n'a pas vu le site. Il est reparti aussitôt. Tandis que mon collègue et moi, nous étions avec nos chaussures de ville en pleine montagne d'Haïti, en train de rechercher le CVR, la boîte noire, sur un site qui c'est sans doute l'un des plus durs que j'ai vu dans ma carrière, puisqu'il n'y avait pas eu de pompiers, il n'y avait pas eu c'était en pleine montagne, dans un pays relativement, enfin très pauvre, il n'avait pas été nettoyé, comme on dit. Donc c'était vraiment, là pour le coup, assez difficile. On a retrouvé le CVR, on a retrouvé aussi le GPS qu'on a fait expertiser chez Garmin à Kansas City. Et tout ça, ça nous a permis de reconstituer la mésaventure de ce triste vol qui avait fait quand même 20 morts. Hein. Il y avait 16 clandestins, 2 gendarmes et les 2 pilotes. Voilà, c'est un premier accident, mon début de carrière qui était marqué par cet événement. Ça me permet de dire que, évidemment, comme vous l'imaginez, en cas de on appelle ça des CFIT, un Controlled Flight into Terrain, donc vol contrôlé vers le sol. Et là, le CVR s'arrête net. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si c'est rassurant ou inquiétant, mais il n'y a pas de prise de conscience de la gravité de la situation, ni de l'imminence de l'impact. En vol de nuit, c'est aussi ce qu'on retrouve avec la 320, sur le CVR de la 320 du Mont-Saint-Odile. L'autre événement, un deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est un accident qui est survenu, là aussi un Beechcraft 1900, à Quiberon, c'était en juillet 1998. C'était un vol qui faisait Lyon-Lorient, et qui allait donc arriver à Lorient. Et un passager vient dire au pilote qu'il a appris que le bateau, le paquebot France, mouillait dans la baie de Quiberon et qu'il aimerait bien le voir à l'occasion de l'approche à Quiberon. Et les pilotes sont d'accord et donc se mettent à faire un 360 autour du France, qui était effectivement une belle journée d'été et qu'on voyait très bien en mer. Mais au même moment était parti de Vannes un pilote privé
dans son Cessna qui avait eu la même intention d'aller voir le France en baie de Quiberon, et il y a eu une collision en vol qui a pas fait de survivants, tant du côté du Cessna que du Beechcraft. Et là encore, il n'y avait pas de FDR, donc on a exploité la trace radar pour avoir la trajectoire de l'avion, et on a pu montrer que, vu l'angle que devait prendre l'avion, le Beechcraft pour faire ce 360, et vu les trajectoires respectives du Cessna et du Beechcraft, à aucun moment, enfin le Cessna était toujours à tout moment du cercle, parce qu'il fait un cercle presque entier avant la collision, le Beechcraft, à tout moment, il ne pouvait pas voir. C'était vraiment une coïncidence très, très tragique de leurs trajectoires respectives, ils ne pouvaient pas voir le Cessna. Alors, on ne sait pas trop pourquoi le Cessna, lui, n'a pas vu le Beechcraft. Peut-être qu'il a été ébloui par le soleil, peut-être que le 360 empêchait la perception du mouvement de l'aéronef, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on sait pourquoi le Beechcraft n'a pas pu voir le Cessna. Et alors là, c'est aussi un accident qui est intéressant d'un point de vue peut-être un peu plus théorique, parce que dans les rapports d'accident du BEA, il y a ce qu'on appelle la transcription du CVR, de l'enregistrement de conversation, et ces transcriptions sont en général expurgées des éléments qui ne concernent pas directement la conduite de vol ou l'enquête. C'est-à-dire que quand les pilotes ont une conversation privée entre eux, on met juste 3 étoiles, ou on met conversation privée, mais on ne détaille pas la conversation privée, on considère que ça n'a pas d'intérêt pour l'enquête technique. En revanche, du côté de l'enquête judiciaire, les parties civiles ont accès à l'intégralité du CVR, et les avocats peuvent communiquer tout ce qu'ils souhaitent. Et là, il y avait eu une discussion relativement, comment dire, pas relâchée, mais enfin, non, c'est pas du tout relâché d'ailleurs, mais enfin, sur un sujet un peu. Enfin, les deux pilotes, qui étaient deux jeunes gens, parlaient des îles bretonnes en disant que c'était des jolis endroits pour draguer. Et ça a été considéré, donc ça c'est sorti, nous on ne l'avait pas inscrit dans la transcription, mais c'est sorti dans la presse par d'autres biais que celui du BEA, et ça a été interprété comme voilà, ils faisaient n'importe quoi, l'ambiance, ils auraient dû se concentrer sur leur vol. Bon, c'est peut-être vrai, mais ils auraient parlé de la cueillette des champignons ou du dernier match de foot, ça aurait été pareil, quoi. Et le fait qu'il parlait de drague en Bretagne, il n'avait pas de lien avec l'accident, et on a trouvé que c'était un petit peu dommage de faire comme certains journalistes à scandale ont voulu le faire, de faire ce parallèle ou ce lien entre la nature de la conversation dans le poste de pilotage et les conséquences dramatiques du vol. Voilà, c'est un accident qui était aussi, comme tous, hein, assez tragique, assez difficile d'un point de vue psychologique, qui était un petit peu compliqué à vivre. Je voudrais aussi parler d'un accident qui est survenu à Taipei en 1998, un A300 de la compagnie taïwanaise qui allait atterrir à Taipei et qui fait une remise de gaz. Et la tendance à monter de l'appareil n'est pas... enfin, une remise de gaz mal maîtrisée par le commandant de bord. Et l'appareil se met dans une position accabrée à tel point qu'il finit par décrocher. Il a un angle d'attaque trop important, il décroche et il s'écrase. Voilà, il y a eu plusieurs sujets dans cet accident, notamment on s'aperçoit à l'écoute du CVR que le copilote avait conscience du fait que le commandant de bord n'agissait pas forcément de la manière la plus adéquate, mais que la discipline au sein du cockpit faisait, donc un facteur humain très important, faisait qu'il lui était difficile de faire une remarque à son supérieur hiérarchique. Et alors cet accident, les Taïwanais n'avaient pas souhaité venir au BEA pour lire les enregistrements de paramètres, parfois, et vraiment sans aucune raison valable, mais enfin, certains pays considéraient que comme la France était pays constructeur, le BEA ne serait pas complètement indépendant, et s'il y avait un problème sur un Airbus, il ferait semblant de le cacher. Donc on a eu à plusieurs reprises, et notamment dans
cet événement-là, quelques difficultés, enfin pas difficultés, mais des pays qui ont préféré traiter avec d'autres laboratoires que celui du BEA. Et donc les Taïwanais là, sont allés en Australie. Mais comme la France était représentant accrédité, c'était un Airbus, je suis allé avec un collègue en Australie participer à l'exploitation de ces enregistreurs de vol. Et là, c'était assez intéressant parce que on avait, à cause du décalage horaire, si vous voulez, on travaillait toute la journée avec nos amis australiens. Et le soir, on envoyait les données qu'on avait réussi à extraire de l'enregistrement de paramètres. Et quand on est revenu le lendemain matin, mes collègues qui étaient en France avaient créé toutes les courbes, avaient pu exploiter les données. Et on avait déjà des données très exploitables, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps, et ce qui a, je dois dire, maintenant, il y a aussi prescription qui avait pas mal impressionné les collègues australiens. C'est une enquête là, intéressante, puis c'est intéressant de voir aussi comment les Australiens étaient dotés, quelles étaient leurs procédures. On apprenait évidemment, comme dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, beaucoup de la manière dont les autres pays exercent les mêmes missions que celles qui nous ont été confiées. Je voudrais aussi dire un mot d'un autre accident sur lequel je suis intervenu à plusieurs titres, qui est celui d'un A310 à Abidjan en janvier 2000, un décollage de nuit face à la mer à Abidjan, avec une fausse alarme décrochage qui est là aussi mal gérée, et l'avion s'écrase en mer. Il y a eu quelques survivants, mais plus de 100 morts. Et là, d'une part, je suis intervenu pour rechercher les boîtes noires qui étaient donc dans l'eau. Donc là, c'était assez compliqué. Et on avait un microphone aquatique qu'on mettait dans l'eau et on le faisait tourner. On essayait de capter de mesurer l'azimut dans lequel le signal sonore émis par les balises qui sont vissées sur les enregistreurs de vol était le plus fort. Une fois qu'on avait, donc c'était vraiment à l'oreille. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait avoir des méthodes plus fiables, mais là, à l'oreille, on disait, ça doit être par là, parce que c'est de là que vient le signal le plus fort. Donc, on notait à quel point on était et quelle était l'azimut qu'on venait de relever. On faisait un tour de zodiaque, on allait à un autre point. Et en fait, par triangularisation successive, on savait à peu près quel était l'endroit à la verticale duquel les enregistreurs devaient être. Ensuite, des plongeurs professionnels intervenaient pour aller le récupérer. Alors, c'est là que c'était la partie la moins agréable en ce qui me concerne, c'est que autant sur le Zodiac, quand vous bougez un petit peu, j'avais pas trop le mal de mer, autant quand on était sur la barge, pardon de vous parler de ce souvenir personnel, mais ça m'a marqué. Quand on était sur la barge qui ne bougeait pas et qu'on attendait que les plongeurs remontent, il fallait quand même qu'on soit derrière les écrans parce que les plongeurs, ils ne savaient pas trop à quoi ressemblait un enregistreur de vol. Donc, il fallait qu'on regarde des écrans sur une barge qui ne bouge pas, mais qui était quand même ballottée par la houle. Là, pour moi, ça a été une expérience un peu douloureuse. Donc, on a d'abord retrouvé le FDR, puis le CVR. 3 semaines plus tard, il a fallu que j'y retourne 2 fois. Et même chose, les représentants de la Côte d'Ivoire n'ont pas souhaité les confier au BEA, ils ont été envoyés au Canada. Et ce qui a été assez... le FDR a permis tout de suite de comprendre ce qui s'était passé avec les paramètres enregistrés et puis les alas qui correspondaient aux alarmes décrochées. On avait pu entendre aussi sur le CVR. Et cet accident aussi s'est accompagné d'un suraccident, puisque c'est un appareil de la Kenyan Airways. Et les Kenyans donc, participaient à l'enquête et avaient voulu faire un peu de zèle, sans doute. Et il y a eu un malheureux plongeur kényan, ils ont voulu participer à la remontée de l'épave ou à l'examen de l'épave en mer. Et il y a un malheureux Kényan qui est décédé, un plongeur kényan qui est décédé, semble-t-il, parce qu'il n'avait pas respecté les délais entre lesquels vous prenez l'avion et vous pouvez plonger. Donc il y a eu un accident de plongée fatal d'un plongeur professionnel kényan et ça
aggravé, si vous voulez, les conséquences de cette tragédie. Je voudrais aussi dire un mot, parce que c'est la seule fois où on l'a fait de manière opérationnelle, d'un accident qui est survenu en 97, un Boeing 737 de la Silk Air, qui était une compagnie indonésienne. C'est d'ailleurs un accident qui est survenu en Indonésie, sur lequel, donc c'était un 737 d'une compagnie indonésienne. Le BEA n'avait pas vocation à intervenir dessus. C'est d'ailleurs le NTSB qui a fait l'enquête, qui a conclu un suicide du pilote, conclusion qui a été remise en cause plus tard par la justice américaine, qui avait été saisie par une association de victimes. Et la justice américaine a, elle, sur la base d'autres expertises, conclu d'un problème de gouverne. Enfin, c'est pas là que c'est le plus important. Et dans cet accident, le CVR puis le FDR s'étaient interrompus avant l'impact. C'était un peu étonnant. À cause de l'impact, le FDR était assez endommagé sur les dernières secondes et les autorités indonésiennes voulaient quand même le relire. Alors, avec le matériel classique, c'était pas possible de le relire, puisque la tête de lecture ne parvenait pas à décoder. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à un équipement qu'on avait développé avec Schlumberger, qui était la pierre de grenat. Quand vous passez une bande magnétique sur une pierre de grenat, le grenat, c'est la pierre, c'est aussi la pierre qui est utilisée en bijouterie, eh bien, vous pouvez voir au microscope les transitions, vous lisez comme une sorte de code barre, vous lisez les transitions magnétiques qui sont enregistrées sur les bandes, et en fonction de la distance qu'il y a entre deux traits blancs, vous savez si c'est un 1 ou un 0 qui est codé. Et donc, à la main, vous décodez vos 768 bits. Il faut prendre une quarantaine de photos pour une seule seconde. Et ensuite, à la main, dire 1, 0, 0, 0. Puis, il faut rentrer ensuite tout ça dans l'ordinateur, tout ça manuellement. Et ça vous permet de recréer la seconde qui vous manquait, ou en tous les cas que le magnétophone a décodé. Parce que le pouvoir de discrimination de l'œil humain était plus important que celui de la tête de lecture du magnétophone. Et donc, on a fait ça pendant une semaine, et les 4 premiers jours avec mon collègue, au bout du quatrième jour, on se dit c'est quand même très bizarre, les paramètres qu'on trouve là sont pas du tout, correspondent pas au vol, c'est quand même très étrange, on ne comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on s'était trompé de sens, au lieu de lire la piste du haut, on avait lu la piste du bas, et on n'était pas du tout sur la bonne seconde, celle qu'il fallait décoder. Et donc, on a passé la nuit blanche, parce que les Indonésiens repartaient le vendredi soir, et donc on a passé la nuit du jeudi à vendredi à tout refaire pour pouvoir, le vendredi, leur soumettre les données de la bonne seconde, enfin de celle qui les intéressait. Il faut bien dire que cette expertise, si elle a permis de montrer aux Indonésiens qu'ils avaient fait toutes les recherches possibles pour déterminer les causes de l'accident, n'a pas été absolument fondamentale dans la détermination des causes de l'accident. C'est pas parce qu'on a eu une seconde de plus de données qu'on a mieux compris, mais bon, ça aurait pu être le cas. Il faut jamais s'interdire de faire des recherches complémentaires, bien évidemment. Et c'était intéressant aussi d'un point de vue pratique pour nous, parce que c'était la première fois on avait déjà utilisé le grenat, mais en tant qu'exercice et pas sous un mode opérationnel. Je voudrais aussi dire bien sûr un mot du Concorde, qui a été sans doute l'enquête la plus médiatique sur laquelle je suis intervenu. C'était pas tant que ça un accident de boîte noire, le Concorde, parce que c'est, comme vous le savez, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais c'est d'abord un problème mécanique, quoi. Un pneu, le réservoir, la fuite, la perte de contrôle. Et nous, on a été beaucoup intervenus, moi j'ai été beaucoup intervenu notamment sur les problèmes d'origine de la combustion sur le Concorde, et qui sont en fait assez complexes, parce que on voit bien, quand on regarde les photos de l'accident, que la flamme, l'énorme flamme, elle est accrochée à peu près au niveau du train d'atterrissage de l'avion. Et on ne sait pas bien comment elle a pu naître, cette flamme. Et aujourd'hui, si vous lisez le rapport du Concorde, vous verrez qu'il y a toujours 2 hypothèses qui sont mises en avant. Alors pourquoi c'est intéressant de hypothèses? Bien parce que ça nous permet, comme le but des enquêtes techniques, c'est
faire des recommandations de sécurité pour qu'un même problème ne survienne pas deux fois, ça permet de traiter deux problèmes différents, même si on n'est pas sûr que ce soit ce qui s'est passé, si ça a pu se passer, comment on peut faire en sorte que ça ne se repasse plus, si je puis dire. Et c'était intéressant aussi parce que ça nous a valu une petite querelle avec nos collègues anglais, parce qu'il y avait deux hypothèses différentes donc, pour l'apparition du feu. La première, c'est qu'au moment de l'impact du gros morceau de pneu sous l'aile, et donc la création du débit de fuite, il y a eu aussi des dégâts dans le puits de train qui auraient occasionné des étincelles qui auraient mis le feu à la fuite de kérosène. Alors ça a l'avantage d'expliquer pourquoi la fuite, pourquoi le feu est accroché au niveau du puits de train, parce que c'est là que le feu serait né. Mais en revanche, les experts en combustion nous disaient que c'était très compliqué d'allumer du kérosène avec des étincelles. Il paraît même, je ne l'ai jamais vu faire, et je ne cherche pas à en être témoin, mais qu'on peut éteindre sa cigarette en la trempant dans du kérosène liquide. Bon, je ne ferai pas l'expérience, mais en tous les cas, on nous avait expliqué, preuve à l'appui, c'était des scientifiques spécialistes de combustion qui nous l'avaient démontré, que ce n'était pas si simple que ça, avec des étincelles, d'allumer une fuite de kérosène, même avec le débit qu'elle avait au moment de l'accident du Concorde. En revanche, on sait que lorsque le kérosène et les gaz chauds passent dans les gaz chauds des réacteurs, à l'arrière de l'avion, là, ils s'enflamment tout de suite, c'est absolument... aucun doute là-dessus. En revanche, ça n'explique pas si l'origine de la combustion, c'est le passage du kérosène à l'arrière de l'avion, ça n'explique pas pourquoi la flamme elle est accrochée au puits de train et comment elle aurait pu remonter de l'arrière de l'avion. Pourquoi elle n'est pas restée derrière l'avion, si vous voulez. Comment elle a pu remonter de derrière l'avion, si c'est là qu'elle est née, jusqu'au puits de train. Et ça, c'est assez compliqué physiquement, à ce qu'une flamme puisse remonter comme ça à la vitesse où allait le Concorde au décollage. Donc, on a maintenu les deux hypothèses et nos amis anglais ont dit que c'était absolument pas possible que ça soit que l'allumage ait eu lieu dans les gaz chauds des réacteurs, parce que c'était des réacteurs Rolls-Royce et ils ne souhaitaient pas que les Rolls-Royce soient impliqués dans l'accident. On a quand même maintenu les deux hypothèses. Vous savez que lorsqu'un pays représentant accrédité, il peut faire des remarques sur le rapport d'enquête. C'est assez rare, mais là, dans le rapport d'enquête du Concorde, il y a cette remarque des Anglais qui montrent qu'ils ne sont pas d'accord avec la manière dont le BEA a rédigé le rapport sur ce point de la combustion. Et d'autre part, ils font une deuxième remarque qui, je crois, aujourd'hui, avec les évolutions législatives, n'aurait plus lieu, c'est qu'ils n'avaient pas été vraiment autorisés à avoir accès à toutes les pièces par la justice, alors qu'on était déjà après la loi de 1999 qui régissait les enquêtes techniques, et notamment la fameuse lamelle sur laquelle le Concorde a roulé et qui a créé l'éclatement du pneu, il l'avait vu uniquement dans sa sacoche, dans son sac plastique transparent qui servait de conservation du scellé. Donc, ils n'étaient pas très heureux de la manière dont la gendarmerie les avait traités à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai parlé trop longtemps. Si vous voulez que je vous donne d'autres exemples d'accidents, je pourrais vous en donner d'autres en répondant éventuellement à vos questions. Je voulais vous dire que pour moi, ça a été une période vraiment passionnante. J'y suis resté 10 ans. Après, j'ai fait autre chose, 11 ans même. Je suis allé à la Cour des comptes. Comme le disait un ami, tu es passé des boîtes noires aux caisses noires. Alors, j'ai pas vu beaucoup de caisses noires, mais oui, j'ai vu quelques boîtes noires dans ma vie. Et je suis content d'avoir eu l'occasion de vous reparler de cette belle expérience aéronautique et cette petite modeste contribution de ma part à la sécurité aérienne. Merci encore, et puis à votre disposition pour répondre à vos questions si vous en avez. En tous les cas, c'est sûr que tu as largement contribué aussi à la rédaction de l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure. Alors, les questions. Vous levez la main, vous ouvrez le micro. Pas de questions. Bon. Bon, c'est que j'ai été complet alors. Je vais vous raconter pour conclure une petite anecdote amusante. Parce qu'on a parlé de choses tragiques, il faut qu'on parle de choses un peu amusantes. C'est toujours dans le domaine des boîtes noires, rassurez-vous. Je crois que c'était aux alentours des années 2000.
Olivier Py, le metteur en scène Olivier Py, nous appelle en nous disant ouais, je vais faire un téléfilm là, avec un ingénieur qui travaille au BEA. Est-ce que je peux venir vous voir pour que vous m'expliquiez comment vous travaillez? Alors, Olivier Py était déjà assez connu, donc on était tous très ravis qu'une personnalité telle que la sienne, fort sympathique en plus, vienne nous rendre visite et on le reçoit, c'est le moment, on lui explique nos procédures, nos machins, nos ceci, nos cela. Bon, très bien, très intéressé, il prend plein de notes. Ouais. Et on se dit au revoir. Et le téléfilm est diffusé quelques mois plus tard. Et je dois dire qu'il avait, avec ce qu'on lui avait dit, il nous présentait un certain nombre d'écarts, et notamment l'ingénieur, c'était un ingénieur qui s'occupait des boîtes, des enregistreurs de conversation, qui était un neurasthénique dépressif, et qui, pour alimenter sa dépression, ramenait chez lui des enregistrements vocaux d'accidents pour les écouter la nuit, et c'était comme ça qu'il vivait ses fantasmes. Et alors, je peux vous garantir que ça n'est jamais arrivé, quoi. Il y avait des procédures très strictes. Personne, on n'écoutait pas un CVR comme ça juste pour le plaisir. Et a fortiori, on n'emmenait pas des enregistrements. Il n'y a aucun enregistrement qui sortait du BEA. Donc voilà, c'était assez amusant de voir cette orthogonalité entre la réalité des faits et la transcription du film. Est-ce que je peux te soumettre à un petit quiz? Oui, bien sûr. J'ai sorti du livre quelques photos. Oui. Oula. Est-ce que tu peux nous les commenter? Alors, oui, donc là, je suis avec un enregistreur qui est un enregistreur électronique. Et je suis en train de le connecter à une baie. Donc ça, c'est un modèle, l'étiquette blanche que vous voyez à droite de l'enregistreur, marque propriété du BEA. C'est un modèle qui nous permettait de procéder à l'étalonnage de nos ordinateurs. Et ce qu'on faisait en général pour relire, c'est qu'on retirait la partie protégée. C'est un enregistreur qui est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a deux parties dans tous les enregistreurs de vol, même quand on ne le voit pas. Il y a deux parties dans l'enregistreur. C'est-à-dire qu'il y a la partie sous ma main gauche qui n'est pas du tout protégée, qui va brûler, qui va être cassée, qui contient toute l'électronique qui permet à l'enregistreur de fonctionner. Et il y a la partie qui est devant ma main droite, où là, il y a marqué enregistreur de vol, là, c'est la partie qui est plus courte, où là, il n'y a que la protection et seulement une petite carte électronique, mais qui est vraiment englobée dans de la mousse, dans tout un tas avec une coque très épaisse, et c'est ça qui est protégé. Et pour relire des enregistreurs de ce type accidentés, en fait, on connecte le nôtre, celui du BEA, à cette baie qui est sur la photo. On retire la mémoire électronique, donc la partie bombée de notre enregistreur, et on vient connecter à la place la carte électronique qu'on a récupérée sur l'enregistreur accidenté. C'est comme ça. En fait, on se sert non plus de l'enregistreur comme un enregistreur, mais comme d'un lecteur. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors là, je parlais de la tête et les jambes. Ben voilà, on y est. Là, c'est la partie les jambes, la partie très physique. Alors vous voyez au fond qu'il y a le retour caméra. Vous voyez la caméra aussi qui filme. Et vous voyez donc l'image qui est diffusée. Cette image était aussi renvoyée dans une salle de réunion, ce qui permettait d'avoir des gens qui assistaient sans être physiquement présents dans la salle d'ouverture des enregistreurs, mais des gens qui quand même pouvaient suivre les opérations. Et donc là, vous voyez un de mes collègues au fond, là, qui a la scie circulaire en main, avec des gants, des lunettes de protection, le casque, et qui s'apprête à découper la tôle, l'enveloppe de l'enregistreur pour pouvoir accéder à la mémoire. Voilà, mais là on retrouve, mais vu d'un autre angle, la baie que je vous montrais tout à l'heure. Et là, on a un autre modèle d'enregistreur qui est connecté sur le même principe que ce que j'expliquais à l'instant, et qui va servir non plus d'enregistreur, mais de lecteur quand on aura rempli la mémoire, qui est cette fois-ci cette partie cylindrique. C'est ça qui est la partie protégée, et la partie arrière là, sur l'enregistreur, qui est la partie qui n'est pas du tout protégée et qui, en cas d'accident, brûlerait ou serait cassée, serait brisée, mais c'est pas très grave puisque c'est pas celle qui nous intéresse. Et vous voyez bien que le petit tube horizontal blanc, là, c'est la balise qui va émettre
lorsqu'elle est immergée, elle est bien, elle, fixée sur la partie protégée de l'enregistreur. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver la partie dans laquelle il y a la mémoire et pas la partie dans laquelle il y a l'électronique générale. Voilà, mes photos sont dans le désordre. Là, c'est un autre modèle d'enregistreur que voilà, on retrouve toujours les mêmes. On est toujours au même endroit dans le laboratoire du BEA, mais avec un autre modèle d'enregistreur. Donc, c'est toujours le même principe. Et là, on est revenu dans le laboratoire, dans la salle d'extraction. Alors, vous voyez derrière, il y a une espèce de machine qui permet de traiter l'air, parce que parfois, et c'est pour ça aussi que les personnes que vous voyez sur les photos ont des masques. Hein. Parfois, on parle de choses qui ont brûlé avec des poussières qui peuvent être nocives, donc il faut être un peu prudent. Et là, ils tiennent en main, enfin mon collègue tient en main la partie protégée. Donc on en est à une étape supplémentaire par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire que l'enregistreur a visiblement brûlé et ils ont accès à la partie protégée. Il va falloir ouvrir cette partie maintenant comme une coque, ce qui n'est pas forcément toujours facile parce que vous voyez, là je ne sais pas si c'est le cas, mais vous voyez qu'il y a des vis et parfois quand quand il y a eu un incendie, les vis ont fondu dans leur pas de vis et c'est assez compliqué après pour ouvrir. Autant ouvrir l'enveloppe principale de l'enregistreur, ça se fait assez facilement avec une scie circulaire. Autant quand il faut ouvrir la scie circulaire, la mémoire, la partie protégée, là, comme la coque est beaucoup plus épaisse, c'est beaucoup plus compliqué. Alors là, ce sont des travaux d'électronique, des connexions au microscope, enfin avec la précision que nécessite l'électronique. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la... Ah non, c'est pardon, je dis des bêtises. Là, c'est une bande magnétique. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc là, c'est un collage d'une piste. Vous voyez la bande qui est à gauche, qui est en bas de l'image. Et on va coller pour pouvoir la lire sans l'endommager, on va aller coller une piste rouge là, sur laquelle rien n'est enregistré, mais qui permettra d'étalonner le magnétophone et de ne pas commencer tout de suite par des données, pas exposer la bande sur laquelle il y a des précieuses informations tout de suite à la tête de lecture. Alors là, c'est les équipements qui nous permettaient de faire de l'extraction de données électroniques. Le BEA était assez, et toujours d'ailleurs, hein, assez pionnier dans ce domaine. Et donc, il y avait un certain nombre d'équipements qui permettaient soit d'aller extraire des puces, soit de connecter une puce d'une carte à une puce d'une autre. Et là, vous avez ce type d'équipement dont on s'était doté progressivement. Alors là, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Je reconnais très bien la personne qui est sur la photo, mais ça ressemble à des listings de paramètres. Quand on les fait défiler, parfois quand il y a plus de 2000 paramètres, vous avez sur certains écrans, vous pouvez avoir comme ça, comme dans les films, là pour le coup, vous faites des commandes qui vous permettent de vérifier en un coup que vous avez l'intégralité des données. Après, il faut aller évidemment plus précisément dans la zone de temps qui vous intéresse et sur les paramètres qui vous intéressent plus particulièrement. Là, ce sont la visualisation des 4 pistes d'un enregistreur de conversation. Et donc, par exemple, on voit à quel moment l'un parle, l'autre ne parle pas. On voit tout ça, quoi. Alors, je pense que les 2 premières, ça doit être les microphones de chacun des pilotes. Je dirais la 3e, ça doit être le microphone d'ambiance. Et la 4e, peut-être une communication avec le poste de pilotage. Je ne sais pas exactement, je n'arrive pas à lire quel est l'accident, enfin quel est l'événement. Mais là, et après, là, vous pouvez zoomer, vous pouvez aller regarder exactement telle ou telle partie du signal sonore. C'est à partir de ça aussi que vous allez déterminer, quand ça vous intéresse, quelles sont les fréquences. Et à partir des fréquences, on détermine les régimes moteurs correspondants. Donc, c'est tout le travail de théorie du signal, en fait, qu'on peut faire sur des enregistreurs sonores. Et bien là, c'est notre microscope électronique à balayage, voilà, avec quelqu'un qui s'en occupe. Alors, la partie microscope, elle est devant, là, c'est la grosse partie blanche. Et le petit truc bleu qu'on voit, c'est la partie qui sert à la spectrométrie, qui permet, en bombardant tout ça d'électrons, je crois, enfin j'ai un peu oublié le principe, mais vous bombardez d'électrons et en suivant
l'énergie des électrons que vous récoltez, vous savez sur quel type de matériaux les électrons que vous avez bombardés ont rebondi. Alors là, je reconnais aussi le collègue en question. C'est l'appareil dont je vous parlais tout à l'heure qui permet de visualiser par rayon X l'intérieur d'un équipement. Et donc, oui, c'est un très gros truc, hein, et on a sur l'écran l'intérieur de l'équipement qu'on a mis dans l'appareil, ce qui peut être utile à la fois pour des composants moteurs ou pour des composants électroniques qu'on veut ouvrir, et avant de les ouvrir, on veut voir dans quel état ils sont pour ne pas faire de bêtises. Là, c'est une binoculaire, l'examen d'un matériau. On voit sur l'écran le matériau, et donc on va aller chercher, on va aller chercher à voir si on récupère des traces de rupture en fatigue. Alors là, c'est un examen sur le binoclave, quoi. Donc, c'est vrai que tout ce qui est sur tout ce qui est sur le site où l'examen de l'épave est important pour essayer de comprendre la chronologie des impacts, essayer de comprendre. Évidemment, ce qu'on va chercher en priorité, c'est savoir si les dégâts qu'on constate sont consécutifs à l'impact, auquel cas ils nous intéressent assez peu, ou s'ils lui sont antérieurs, auquel cas ils peuvent l'expliquer. Donc, on va essayer de décortiquer, de regarder l'épave sous tous les angles, comme le font les deux collègues, là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être anormal dans ce qu'on voit, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses cassées anormales, mais qu'est-ce qui peut être anormal et antérieur à l'accident. Ben voilà, j'ai terminé, j'ai plus d'autres photos. Bon, merci pour ce quiz. Merci Merci à vous infiniment, tous, merci Jérôme. pour votre attention, et j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, j'ai eu plaisir à me remémorer ces belles années du BEA grâce à Bah vous. écoute, pour toi, c'est comme si c'était aujourd'hui encore. Exactement, c'est un Ancré dans secret ton dans la mémoire. cerveau pour la vie. Oui, exactement.